Bonjour, nous allons faire un rapide point sur la guerre en Ukraine et sur les négociations de paix et la forme de guerre à la paix que fait Macron. Donc je rappelle rapidement que la Russie et les États-Unis veulent faire la paix en fait en Ukraine et que c'était quand même une guerre par proxy des Ukrainiens contre la Russie et comme les proxys étant les Ukrainiens et les USA fournissant les armes. C'est une guerre qui a quand même commencé, rappelons-le, par une guerre intérieure à l'Ukraine en 2014 avec des bombardements du Donbass par le régime de Kiev et différentes autres choses et une persécution d'une certaine manière des russophones du Donbass. Bien, maintenant que les deux grandes puissances, Russie et États-Unis, veulent faire la paix, la Chine est d'ailleurs d'accord, je trouve, Laurent, que l'attitude des Européens et de la France me semble assez perverse. On a l'impression qu'ils veulent faire la guerre à la paix. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, on peut le résumer par cette formule. Je pense que les Européens, enfin les dirigeants européens, je ne parle pas de tous les millions de citoyens des différents pays d'Europe, hein. Les dirigeants européens, les oligarques européens, comme j'aime à les appeler, sont un petit peu ennuyés, pour rester poli, par l'élection de Trump, ça, la volonté de Trump de changer complètement la configuration de puissance qui était celle de l'Amérique depuis la Seconde Guerre mondiale. Il veut mettre en place un tout nouveau système de puissance américaine qui aurait plus grand-chose à voir avec le précédent, et qui implique notamment une certaine forme de désengagement dans plein de secteurs et dans plein d'endroits, et notamment en Europe, en tout cas dans une certaine mesure. Et ça les gêne. Ça les gêne d'autant plus qu'ils ont soutenu l'Ukraine, au moins verbalement, mais en tout cas verbalement, mais très fort, hein, en clamant beaucoup de choses. Depuis le début du conflit en 2022. Et même avant, si on prend en compte le vrai début du conflit qui, comme vous l'avez rappelé, est 2014. Et ils veulent à tout prix maintenir quelque chose. Et puis, ils veulent en quelque sorte, ils veulent essayer en tout cas de se créer un ennemi. Parce que quand vous vous créez un ennemi, c'est très pratique un ennemi, parce que ça permet de rassembler les gens autour de vous, ça permet de faire peur à des millions de gens, à des millions de pauvres gens qui n'y connaissent pas grand-chose et qui n'ont rien demandé. Et ça permet de faire peur, d'instaurer de la panique et de la paranoïa dans les têtes. Ça permet d'augmenter les budgets militaires beaucoup plus facilement. Ça permet de faire taire les oppositions aussi, parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec ce genre de politique militaire, eh bien vous êtes immédiatement accusé d'être un traître, hein. Donc, Oui. vous faites taire les opposants, et puis ça vous permet au passage, si vous manquez vraiment beaucoup d'argent pour vous acheter beaucoup d'armes, ça permet au passage, eh bien, d'avoir un prétexte bien solide pour rafler les économies des citoyens, pour rafler les comptes bancaires et les comptes d'épargne des citoyens. Donc, c'est bien d'avoir un ennemi, c'est toujours ça, hein. Oui, c'est un peu ce que Ça, disait Machiavel. Celui qui contrôle la parole des gens devient le maître de leurs âmes. ben Donc en fait, évidemment, après, évidemment. Et les États-Unis et le reste des pays occidentaux n'ont pas procédé autrement dans l'après-guerre, l'après-Seconde Guerre mondiale, pour créer l'ennemi soviétique, hein, mais qui c'est au était moment où les incapable. États-Unis abandonnent apparemment l'ennemi soviétique, on a l'impression que Trump veut une pacification des relations avec la Russie, Oui, pour tout un tas de raisons stratégiques, hein. C'est parce qu'il ne peut plus faire front face aux BRICS
qui sont unis. Donc, essaye de détacher la Russie du front des BRICS, en tout ouais, cas, d'un peu d'abîmer le front des BRICS qui s'est cimenté avec la guerre. Et on a l'impression que ouais. c'est l'Europe maintenant qui veut faire de la Russie l'ennemi archétypal. C'est complètement fou. Et même pendant la guerre froide, moi, j'ai pas le sentiment, quand j'avais 20 ans, que les Français avaient cette vision de la Russie archétypale comme on l'a maintenant, mais pas du tout. Non, mais il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas à l'époque. Il y avait un vague sentiment d'un danger russe, il y avait un vague sentiment que c'était un pays dictatorial, communiste, où il faisait pas bon être opposant au régime, mais bon, sans plus, quoi. C'était pas un régime de monstres. Et là, on sent qu'avec ces nouvelles générations d'hommes politiques, qui sont souvent issus d'une gauche, de la gauche libérale. Il y a une haine de la Russie pour son côté traditionnel, traditionnaliste, pour les discours très masculinistes, comme on dit de nos jours, de Vladimir Poutine, pour ses discours contre la propagande homosexuelle, pour ses discours sur le rôle traditionnel de la femme, etc. Et toute cette bourgeoisie de gauche libérale, qui, pour une bonne partie d'entre eux d'ailleurs, ont été gauchistes dans les années 70 et mettent en avant beaucoup plus les questions sociétales, comme tous les gauchistes, que les questions de lutte des classes. Quelque part, Poutine, pour tous ces gens-là, pour tout ce milieu social, c'est la figure idéale, parfaite du salaud, de l'ennemi, Donc ils peuvent imposer leur morale, on doit dire Ils veulent imposer moralement, leur c'est morale, le ils pire. veulent imposer leur vision du monde, ils veulent imposer leur esthétique en quelque sorte, et leur idéologie. Et bon, pour quelqu'un comme Cohn-Bendit, par exemple, c'est clair et c'est clairement dit d'ailleurs. Poutine, c'est son pire cauchemar quelque part. C'est Vous savez, l'empêcheur de jouir en rond et sans entrave, en fait. oui, c'est ça, c'est ça. Mais il y a l'expression pire cauchemar, je l'ai volée à l'acteur américain dont j'ai oublié le nom là, qui jouait dans ce film des années 80 qui était hilarant, qui s'appelait 48 heures. Et j'ai oublié cet acteur noir, un acteur noir américain très drôle. J'ai oublié son nom. Bon, c'est l'effet de la vieillesse. Et il joue un. Il y a une scène qui est très drôle dans le film où c'est un détenu, hein, il est en prison et il y a un détective qui est joué par l'acteur Nick Nolte, qui vient le sortir de prison parce qu'il a besoin de lui pour reconnaître un mec qui est en fuite et qui est très dangereux et l'autre peut l'aider à le reconnaître et s'il l'aide, il pourra bénéficier d'une réduction de peine. Bon. Et alors, ils font la chasse dans tout Los Angeles, ce couple infernal, qui s'entend pas très bien, mais qui à la fin vont devenir les meilleurs amis du monde. Il y a tout un tas de gags qui se produisent, et l'un des meilleurs gags, à un moment, Nick Nolte, donc l'inspecteur de police, envoie son acolyte noir pour aller poser des questions au barman dans un bar de cow-boys sudistes où tout le monde est déguisé en cow-boy, il y a des drapeaux sudistes au mur, etc. Donc on imagine un milieu de sudistes, cow-boys, racistes et tout ça, et ils vont voir arriver un petit noir habillé en costard cintré, etc. Ça va mal se passer. Et l'acteur là noir dit à comment il s'appelle, à Nick Nolte, passe-moi ton badge de flic. Comme ça, s'il m'emmerde, je pourrais me protéger derrière ça. Et il rentre dans le bar et effectivement, tout le monde le regarde de travers, le silence s'installe et il y a des types qui commencent à vouloir lui chercher des noises. Et lui, à ce moment-là, sort le badge et le met sous le nez d'un cow-boy qui mesure 1,90 m, qui est 2 fois plus grand que lui, 2 fois plus baraqué. Et il le regarde dans les yeux et il lui dit cette phrase absolument géniale: je suis ton pire cauchemar, cow-boy, un nègre avec une plaque.
Hein, et une nègre avec un badge de flic. Donc tu peux rien faire pour moi, bon, contre moi. Et là, c'est ça, c'est qu'on a l'impression pour des gens comme BHL ou Cohn-Bendit ou je sais pas, tous ces représentants de cette bourgeoisie libérale de gauche, libérale libertaire. Poutine, c'est leur cauchemar ultime. Ah ouais, Alors c'est un que ce type soit le, viril, c'est un type qui refuse les gay pride, qui demande voilà, aux et c'est un, LGBT, qui et dit c'est un d'accord, type, vous pouvez être homosexuel, mais on vous demande de ne pas faire de démonstration LGBT, de c'est ça, propagande LGBT. c'est Et ça, ça, c'est odieux pour eux, c'est odieux. c'est ça, c'est odieux. Mais le problème, c'est que, à la limite que eux, ils aient leur hantise et leur goût et leur ceci, cela. Ah oui, on oublie. Et Poutine, surtout, c'est un immense souverainiste. C'est quelqu'un qui veut rétablir la prédominance des nations. Ah oui, Bon, c'est leur pire cauchemar, c'est clair. c'est leur pire cauchemar. Bon, alors que ce soit leur pire cauchemar à eux, à cette catégorie, je dirais, sociologique de population, je comprends. Le problème, c'est qu'ils se servent de leur goût pour l'imposer comme ligne politique et stratégique à des nations entières. Ah oui, c'est la bien-pensance, c'est la morale qu'on veut C'est imposer ça, au c'est peuple ça, entier. c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'aime le coq au vin et je veux imposer à la France entière et à toute l'Europe que seul le coq au vin soit la nourriture dorénavant pour tout le monde. Je ne sais pas si tu vois l'idée, quoi. En fait, ils sont libéraux au départ, mais à la fin, ils deviennent de vrais dictateurs, quoi. C'est le vrai Mais problème, quoi. évidemment, évidemment, et c'est pas simplement dictateur, mais c'est carrément totalitaire. Hein. C'est leur goût, leur vision du monde, leur goût sexuel, leur goût esthétique et vestimentaire, je sais pas, etc., qui prédominent. Leur haine pathologique de l'idée de nation, etc., etc., leur haine de la masculinité, Et finalement, tout. ils ont fini par tout retourner. Parce qu'en fait, ils nous ont dit l'Europe, c'est la paix et la prospérité. L'Europe, Oui, c'est la pauvreté. Et ça devient la guerre. c'est Donc, ça. c'est un vrai problème. Et je voulais revenir sur ce problème de guerre et de paix en Ukraine. Oui, Que, moi, il me semble quand même que de proposer des solutions en fait, qui perpétuent la guerre, parce que ce que dit Macron, c'est on va envoyer des troupes françaises et britanniques, une coalition de volontaires. Alors maintenant, ouais. il revient, c'est plus des troupes pour faire la paix, c'est des troupes de réassurance. Mais qu'est-ce qui se passe si on envoie 10 000 soldats français, 10 000 soldats britanniques au sol en Ukraine? Parce que déjà, ça me semble contre-productif, puisque la Russie, une des raisons de la guerre, c'est que la Russie voulait pas de troupes occidentales et de gens, de Mais troupes de évidemment, l'OTAN aux portes de la Russie. Donc on mais lui en évidemment. renvoie, quoi. Mais évidemment, il pourra d'abord, de toute façon, c'est même pas sûr qu'on ait les moyens de les envoyer. Ensuite, il servirait à quoi? C'est la première chose qu'il faut se poser quand on parle d'opération militaire, même si c'est une opération dite de paix. Hein, c'est qu'une opération qui n'a pas de stratégie, c'est-à-dire d'objectif qui est politiquement clair et bien défini, une opération comme ça ne peut que se terminer en catastrophe. Hein, et c'est valable également pour des opérations de guerre ou des opérations d'envoi de troupes soi-disant de maintien de la paix. Quand on n'a pas d'objectif stratégiquement et politiquement bien défini et bien clair et bien compris par tous les exécutants, ça ne peut que tourner en catastrophe. Ouais, on Parce l'a qu'ils vu au vont Mali. tomber. On l'a vu au Pardon. Mali. On l'a On vu l'a au vu au Mali, Mali. On a on l'a vu dans plein rétabli. d'endroits. On l'a vu dans plein d'endroits. D'une certaine façon, c'est ce qui est arrivé à l'armée allemande quand elle a envahi l'URSS entre 41 et 44-45. Hein, elle n'avait pas de vraie stratégie claire, nette et définie. Et ils ne savaient pas réellement où ils allaient. Alors oui, ils voulaient détruire le communisme, ils voulaient détruire l'armée, etc., etc. D'accord, mais ça c'est des fantasmes, c'est pas ce qu'on appelle un objectif militaire clair, net et précis. Hein, c'est pas ça un objectif militaire. Non, non, mais je Bon, comprends. C'est clair, c'est clair. Il n'y a pas d'objectif et il y a un risque. Et qu'est-ce qui se passe si jamais il y a
un missile, une bombe qui tombe sur les troupes françaises? Est-ce Ah qu'il ben faut voilà. déclarer Qu'est-ce la qui se guerre à passe la si des Russie troupes, parce qu'un soldat français a été tué? C'est toute la question voilà. qu'on va voir. Et qu'est-ce qui se passe si des troupes françaises et des troupes ou anglaises et des troupes russes entrent en contact, même par hasard, par exemple au détour d'un chemin? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Est-ce qu'ils se tirent dessus ou pas? C'est là Bon, où c'est vraiment pas sérieux. Et alors la non, c'est deuxième pas question, sérieux. et on met en risque en fait la paix et des soldats français pour rien et sans aucun intérêt. La deuxième question, moi l'impression que j'ai, c'est que comme Macron renforce et Starmer et toute l'Europe renforce Zelensky, qui a pas l'air d'avoir envie de la paix. Est-ce que tu as une idée pourquoi il donne l'impression de ne pas avoir envie de la paix? Est-ce que Zelensky, c'est pas un obstacle à la paix en plus pour les Ukrainiens? Bah maintenant, si, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul obstacle à la paix. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en Ukraine ont intérêt à cette guerre. Ils y ont intérêt. Alors soit Zelensky pour des raisons, enfin qui sont toujours personnelles, mais qui sont à la fois liées à l'argent qui peut se faire, parce que je pense, il y a de fortes chances que comme beaucoup d'oligarques ukrainiens qui sont des semi-mafieux, voire des mafieux à 100% aussi d'ailleurs, s'enrichissent et ont détourné depuis plusieurs années pas mal, enfin une sérieuse partie des fonds et des aides militaires, y compris en matériel, qui ont été donnés à l'Ukraine. Ils ne sont jamais parvenus entre les mains de l'armée ukrainienne sur le front. Et qui ont été revendus au marché clandestin de l'armement, sur le marché mondial de l'armement. Et il y a ça, il y a le fait que s'ils se retrouvent en paix, ils risquent de devoir rendre des comptes à beaucoup de gens, aussi bien l'ultra-droite ukrainienne, les néo-nazis ukrainiens qui vont le traiter de traître, que à tout un tas de braves citoyens ukrainiens qui sont malgré tout la majorité de la population, qui pour une bonne partie d'entre eux ont été au front, et se sont défendus et se sont battus de façon tout à fait sincère et honnête, ont vu des copains à eux mourir à leur côté, ou des familles dont le père, le frère, l'oncle, le cousin n'est pas revenu, lui, et qui vont demander des comptes. Et puis, on peut rajouter le fait que comme c'est un acteur de profession et un histrion, il est au comble de la jouissance depuis 3 ans, à être reçu partout dans le monde, à être fêté, adulé, admiré, considéré partout comme une sorte de héros mondial de la liberté, de champion de la liberté, de la lutte des nations opprimées, ou que sais-je encore. Et c'est clair. Et la c'est un dernière rôle chose, c'est que mondain. C'est Zelensky, un rôle mondain d'acteur, en fait. et Zelensky risque d'être tué s'il y a la paix. Zelensky risque d'être tué par des troupes ultranationalistes qui lui reprocheront d'avoir fait la guerre ou par des braves gens avec ses affaires de corruption et de gens qui ont Mais été tués. voilà, C'est voilà. tout le risque. Mais en fait, son intérêt, ça serait de se faire exfiltrer parce que l'intérêt des Ah bah Ukrainiens. oui, Maintenant, ça les c'est clair. Ukrainiens, on a quand même le sentiment que beaucoup d'Ukrainiens veulent la paix, qu'ils soient épuisés par cette guerre. Il y a eu des reportages d'ailleurs de LCI, j'en ai passé un, qui disait que LCI qui disait que finalement, ce qu'ils voyaient sur le terrain, c'était des Ukrainiens qui disaient qu'ils n'en pouvaient plus et qui voulaient la paix, et notamment les Et oui, soldats. Et la meilleure chose, est-ce que ça ne serait pas qu'il y ait des élections en Ukraine pour qu'enfin on ait quelqu'un de légitime qui vient d'être élu, parce qu'en plus, Zelensky, en fait, est président, mais depuis un an, il ne devrait pas l'être, puisqu'il y aurait dû avoir des élections. Et il y a des élections dans les pays en guerre, comme les bien sûr, États-Unis avec la guerre de sécession. Mais bien est-ce qu'il sûr. ne faudrait pas des élections pour que cette paix elle soit conclue entre la Russie et l'Ukraine, avec les États-Unis comme chaperon, en gros, hein, et puis des décisions qui soient légitimes? Est-ce que ce n'est pas la meilleure chance pour l'Ukraine pour que la paix elle persiste? Alors c'est une chance, oui, de toute façon, ne serait-ce qu'à court terme. À court terme, ça permettrait vraisemblablement de faire élire une équipe légitime qui serait à même d'accepter de négocier avec les Russes et de rentrer dans le processus de négociation en vue de la paix. Hum, Maintenant, est-ce que ça sera suffisant sur les moyens et long terme? Moi, je me pose plus de questions.
Parce que, bon, d'une part, pour l'élection en tant que telle, il faudrait qu'elle soit placée sous l'égide d'un organisme international reconnu et légitime, mais qui ait les moyens de déployer des équipes dans les bureaux de vote, des équipes légitimes, qui ne participent, qui ne relèvent d'aucun camp, et qui soient à même de vérifier ces élections en étant eux-mêmes les individus de ces équipes en sécurité, qui ne se fassent pas assassiner ou interdire d'accès au bureau de vote. Bon, c'est pas évident déjà, hein, c'est pas évident du tout. Et ensuite, admettons que tout cela soit réalisé, que les élections se déroulent bien, qu'une nouvelle équipe arrive, qu'un accord de paix soit trouvé et signé. Bon, très bien. Mais est-ce que ça suffirait à véritablement régler les comptes internes à l'Ukraine, à solder les comptes, hein, Il y parce aura que toujours un risque de guerre civile, toi, tu penses, en bah, Ukraine. il y aura toujours un risque de guerre civile, oui, de toute façon. De toute façon, parce qu'il y a trop de problèmes qui ont été accumulés, de gens qui vont demander des comptes dans tous les sens. Certains pour de mauvaises raisons, je pense aux néo-nazis ukrainiens ou aux oligarques mafieux. Et puis de l'autre côté, pour de bonnes raisons, c'est-à-dire des gens, tout un tas de braves citoyens et citoyennes de l'Ukraine qui vont demander bon ben maintenant vous nous avez fait tuer, vous avez refusé la paix à plusieurs reprises, vous avez délibérément saboté les accords de Minsk, vous avez détourné des armes, vous vous êtes enrichi, vous avez kidnappé dans la rue des dizaines de jeunes gens pour les envoyer à la boucherie. Pendant qu'une bonne partie de ces oligarques favorables à la guerre contre la Russie continuent à se dorer la pilule à Monte-Carlo, à Saint-Tropez et sur la Riviera italienne. Bon, Alors, on comprend, parce qu'en plus, le passif, le passif, il est très très important, parce que la population ukrainienne, c'était 50 millions d'habitants, on est ouais. à peine à 30 millions. Il y a eu Ah un ben oui. phénomène de corruption depuis 30 ans gigantesque qui a appauvri l'Ukraine, qui a Ah ben, appauvri les gens de façon dramatique, et ça s'est terminé par selon, une guerre, quoi. selon le FMI, je crois que c'est le FMI, enfin une institution financière planétaire mondiale, avant le début de la guerre, il y avait une étude sur la corruption des milieux politiques dans le monde et l'URSS, bravo le lapsus, mais l'Ukraine apparaissait comme l'un des pays les plus corrompus du monde. Ouais. Alors on sait que la Russie est pas mal corrompue aussi, mais en comparaison, c'est un monastère, hein, la Russie, en comparaison de la corruption en Ukraine. Ouais. Donc Donc, des vrais risques de guerre civile. Alors revenons sur Macron, les élites européennes, entre guillemets, c'est pas des élites, hein, c'est une caste. Donc, ouais, donc leur but, finalement, c'est de se créer un ennemi pour diriger la colère de la population, en fait, vers l'ennemi, plutôt que de ouais, regarder le désastre intérieur, économie, criminalité, évidemment, en Europe. Ça, c'est très clair. Le problème de l'énergie chère, des faillites d'entreprises, de bien PME, sûr. des gens qui se font exproprier à cause de ça. C'est aussi, me semble-t-il, pour aller vers l'Europe fédérale, hein, très clairement, et dont Ouais. Macron rêverait d'être le président de cette Europe fédérale. Et puis, une question que je voulais poser, c'est aussi une volonté de faire la défense européenne. Mais est-ce qu'elle est possible, en quelques mots, cette défense européenne, ou ça ne serait pas encore les États-Unis qui fourniraient des armes, finalement? Bon, est-ce qu'elle est possible? Moi, d'abord, je la pense pas souhaitable, déjà pour commencer, mais ça, ce n'est que mon point de vue. Ensuite, est-ce qu'elle est possible? Difficilement, parce que il y a plein de pays européens qui marcheraient pas dans la combine et qui l'ont plus ou moins déjà fait savoir. Bon, alors déjà, la Hongrie et la Slovaquie, c'est clair et net, et ils l'ont fait savoir. Mais je pense qu'il y en aurait d'autres qui, pour l'instant, se taisent, ou en tout cas parlent pas trop fort, mais qui ne le souhaitent pas non plus, hein. Et Oui. je pense que le Portugal, l'Espagne, l'Italie, tout ça, ils iront à reculons, hein. Ensuite,
pour qu'il y ait une organisation de défense européenne commune, il faut qu'il y ait, c'est comme pour une opération militaire, c'est ce que je disais au début de notre petit entretien, il faut qu'il y ait une doctrine politique et stratégique claire, précise et définie. Et alors Et ça, c'est ça, pas c'est... possible avec des peuples aussi différents que Mais oui, l'Allemagne, et la avec des France, l'Italie. gouvernements aussi différents, mais ne serait-ce qu'en ce moment, entre les oligarchies dirigeantes de l'Allemagne et celles de la France qui se haïssent mutuellement, et les oligarchies, parce que moi j'ai mes infos par ailleurs, hein, les milieux dirigeants allemands sont dans une haine de la France actuellement et veulent nous faire la peau et nous tailler des croupières dans tous les sens. Même chose en Italie. Donc, Et entre puis des gens... finalement, ils finissent toujours par acheter des armes américaines, hein. On voit que les Oui, Danois oui, vont acheter des F-35 en oui, oui. plus. Oui, enfin, justement, là, ils aimeraient bien monter un autre truc à eux. Mais c'est parce que en fait, ils ont des partout, il y a des désirs et des objectifs complètement contradictoires au sein même des nations, contradictoires d'une nation européenne avec une autre. Donc, comment mettre d'accord tout ce beau monde pour élaborer un texte d'alliance, un traité d'alliance qui est un document écrit qui nécessite toujours beaucoup de travail et de travail attentif parce que la moindre virgule compte On dans est ce genre de... d'accord. Mais ça ne marchera pas comme d'habitude parce qu'il y a une Ben voilà, différence entre les peuples, hein, je crois. ben voilà, ben voilà. Est-ce Donc, que j'ai une autre question sur les. Est-ce que il y a un risque de guerre très important? Parce qu'il y a des gens qui disent oui, ça va être la guerre, etc. Est-ce qu'il y a un risque de guerre entre l'Europe et la Russie ou alors est-ce que c'est une donc, possibilité ou ça te paraît quelque chose de faible? pour l'instant, j'y crois pas. Je peux me tromper, hein, je ne suis pas Dieu le Père, je ne possède pas la vérité, je ne suis pas non plus Madame Irma qui lit dans le mar de café. Mais pour l'instant, moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, il y a quasiment pas de chance, sauf à ce qu'il y ait un accident. Sauf à ce que quelqu'un fasse une grosse bourde. Mais même là, ça sera difficile. D'accord, intéressant. Intéressant. Donc, ce qui est le plus dangereux finalement, c'est que Macron, il crée une vraie dissonance cognitive entre les gens. Moi, j'ai l'impression. Bien sûr. C'est-à-dire que les gens qui croient TF1, France 2, qui ont encore donnent de la légitimité aux médias dominants, qui racontent n'importe quoi sur l'Ukraine depuis le début, en fait, on leur dit, bah non, Macron veut la paix, Macron, il fait au nom de la morale, d'ailleurs. Première chose, Mmh. il est moral et il fait au nom de la morale, alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait, Macron? Il repousse la fin de la guerre en Ukraine, hein, en instrumentalisant Zelensky, etc. Il fait perdre du temps à la paix en Ukraine, et donc il y a des Mmh. gens qui meurent pour rien. Je ne vois pas en quoi c'est très moral de se faire se battre des gens entre eux qui ne sont pas nous. La deuxième Bien chose, sûr. c'est qu'il repousse la paix. Donc moi, ça me gêne en faisant. Il parle de paix, mais il fait la guerre à la paix. Donc ça me semble assez dangereux tout ça, ce sabotage de la paix. Et en fait, avec des Français, Bah, finalement, ben, il veut. Derrière, il y a un projet d'aller vers l'Europe fédérale, il y a un projet de défense européenne, de dépenser plus d'argent, que les Français n'ont plus rien à manger. Donc vraiment, il crée une situation qui me semble extrêmement malsaine, quoi. ah ben oui, alors non seulement c'est une situation délétère, avant toute chose, c'est totalement hypocrite comme discours, hein. C'est d'une hypocrisie, mais alors on atteint des sommets d'hypocrisie et de mauvaise foi et de malhonnêteté intellectuelle et morale. Bon, euh, ensuite et au final, moi je pense que plutôt que contre la Russie, tout ce dispositif qu'on cherche à mettre en place, que Macron cherche à mettre en place, mais d'autres aussi, hein, Stormer en Angleterre, les Allemands à leur niveau à eux, avec leurs idées à eux qui sont incompatibles avec celles de la France et des Anglais, bon, etc., etc. Mais malgré tout, ce qu'ils veulent au fond mettre en place, c'est un dispositif qui soit dirigé d'abord et avant tout contre les peuples d'Europe. Non seulement par la possibilité de les affamer, de voler leurs économies, de les rendre fous avec des discours de terreur et en plus de contradictions qui créent de la dissonance cognitive dans les têtes, comme vous l'avez rappelé. Oui, tout ça, mais également, pourquoi pas, avec un dispositif même enfin,
militaro-policier, hein, de répression contre les peuples d'Europe s'ils ont la mauvaise idée et le mauvais goût de se révolter. Ça paraît un peu fou, mais quand on voit dans quel état est la France, je l'aurais jamais parié il y a 10 ans qu'on arriverait à cet état-là. Puis c'est vrai que leur projet d'euro numérique pour contrôler la monnaie par l'État et Ben pouvoir, oui, bah, avec un euro numérique, ils ben peuvent oui. potentiellement couper, si vous êtes un dissident et que vous dites du mal contre leur politique de guerre, par exemple, guerrière ou n'importe quoi, ils peuvent vous couper votre compte en banque parce que c'est la banque centrale, c'est l'État qui, à ce moment-là, tient les comptes et plus les banques toutes seules. Donc moi, je trouve ça extrêmement gênant. Et ce qui me semble vraiment gênant, c'est des oppositions qui ne combattent pas, hein, parce qu'ils devraient combattre frontalement Macron. Ben oui. À chaque Eh fois, oui. ils se couchent. Et en fait, ils font le jeu de Macron, ils ne le censurent pas, ils Ça, le laissent à l'Élysée. ça prouve bien que ce n'est pas des vraies oppositions. Ouais, on a un vrai problème là-dessus. Eh ben oui. Mais déjà, ils ont mis en place depuis quelques années un embryon, et au moins les structures cadres, d'une sorte de grande gendarmerie européenne lourde, qui soit à même d'aider à la répression de révoltes populaires si la gendarmerie locale de tel ou tel pays n'est pas suffisante. C'est l'Eurogène Force, c'est ça? Je crois que, Ouais, je crois qu'elle s'appelle Eurogène Force ou quelque c'est chose ça, comme ça. c'est ça, c'est ça. On peut imaginer une révolte du peuple roumain qui proteste contre l'annulation des élections, la gendarmerie roumaine débordée, et bien pour venir en aide à la gendarmerie roumaine débordée, on enverra des gendarmes allemands, français, italiens, britanniques, que sais-je encore. Voilà, c'est une sorte c'est la Sainte Alliance, hein, comme il y avait la Sainte Alliance en 1815 contre la France. C'est la Sainte Alliance des oligarchies européennes. Hein. Toi, tu les appelles les castes, mais bon, moi, je préfère les oligarchies, mais bon, peu importe, hein, ça revient strictement au même. Et une Sainte Alliance contre-révolutionnaire Contre les euh, peuples. contre les peuples, contre les Extrêmement. peuples. Ouais, et là, ce qu'on peut faire, bon, déjà, c'est de faire de la politique, que les Français redeviennent des citoyens et pas des consommateurs pour stopper ces gens, parce que Bien. ça commence à se voir. Et moi, j'ai envie de donner de l'espoir. Parlez-en de façon très raisonnable de ces problèmes de guerre en Ukraine. Expliquez que est-ce que faire la guerre contre la paix, c'est sain? Et ça va permettre de déciler de plus en plus de gens. Parce que je pense quand même que les yeux se décilent pour une part de plus en plus importante. Oui, oui, tout à fait. Bon, ben, merci Laurent pour l'éclairage et puis ben, excellente journée et bon week-end. Pareillement. À bientôt. À bientôt.